Avec Sean, on parlait souvent au téléphone, on discutait avec des gens à la télé. Et moi, j'étais comme une esclave sexuelle. D'accord. Après plusieurs jours de tension extrême dans la salle d'audience, avec le témoignage accablant de Cassie Ventura, l'ex-compagne de Didi, le procès a pris un tournant décisif aujourd'hui. Jonathan Audy a officiellement pris la parole. Tous les regards étaient braqués sur lui alors qu'il relatait, dans les moindres détails, l'horreur vécue dans ce qu'il a décrit comme la « chambre de torture » du manoir de Didi, où des victimes étaient enfermées, torturées, sous des lumières rouges éblouissantes, avec une musique assourdissante destinée à couvrir leurs cris. Dans un moment de silence glaçant, Audy fixa Didi du regard et déclara, d'une voix empreinte d'amertume. « J'étais son esclave sexuel. » Chaque mot de son témoignage tranchait comme un couteau dans l'image glamour du puissant magnate de la musique. Pendant ce temps, Didi restait assis en silence, le visage dissimulé derrière ses mains, comme s'il tentait d'échapper à la vérité brutalement exposée au nom de la justice. Les détails lus à voix haute figèrent la salle. D'après de nombreux témoins, Didi cachait son visage à chaque mention des scènes les plus sordides. Alors que dit exactement le témoignage? Est-ce le coup fatal qui pourrait faire s'effondrer tout l'empire de Didi? Écoutez attentivement, le témoignage du témoin clé, qualifié des « esclaves accusés », a secoué la salle d'audience, et le monde. La salle d'audience fédérale de Manhattan était étouffante, lourdement chargée d'émotions. Lorsqu'un témoin jugé crucial s'est levé, présenté comme « l'esclave de Didi », le silence s'est installé. Jonathan Audy, autrefois considéré comme une figure marginale ou délirante, est devenu le centre du procès. Lorsque Cassie Ventura déclara sous serment qu'Audy avait été engagé à plusieurs reprises pour accomplir des actes dépravés, le climat changea instantanément. Son histoire, longtemps méprisée ou enterrée, revenait à la surface. En 2018, Audy avait semé la panique dans un hôtel appartenant à Donald Trump en Floride. Il fut arrêté après une fusillade. À l'époque, il prétendait être l'esclave sexuel de Didi, des propos alors jugés paranoïaques. Mais aujourd'hui, les circonstances sont différentes. Depuis le raid fédéral sur la résidence de Didi, les révélations s'enchaînent. Une inculpation pour trafic de services sexuels a été déposée. Tous les regards sont désormais tournés vers Jonathan Audy, en combinaison orange, menotté. Il entre dans la salle comme un fantôme issu des fêtes hollywoodiennes dont il essaie d'oublier les cauchemars. Audy, autrefois stripteaseur, autrefois jugé instable suite à l'incident de Doral, est désormais un témoin clé dans un procès susceptible d'enterrer à jamais l'empire de Sean, Didi, Combs. Le juge Aaron Subramanian l'observa attentivement, puis tourna brièvement les yeux vers l'accusé. Le tribunal exige la vérité, pas du sensationnalisme, déclara-t-il. Mais si une vérité a été cachée, c'est d'aujourd'hui qu'elle doit être révélée. Didi restait figé, les lèvres serrées, entouré de ses avocats, de caméras, et du regard froid du public. Le « roi des bad boys » semblait enfin prisonnier de son propre trône. Audy inspira profondément. Les yeux rouges, la voix tremblante mais ferme, il commença. « Je suis ici pour dire la vérité. Sean Combs, Didi, a détruit ma vie. C'est un monstre. En 2018, à l'hôtel Trump International, j'ai tiré avec une arme. Mais pas parce que je le voulais. C'est lui qui m'a manipulé, qui a contrôlé mon esprit. Il évoqua une mystérieuse technologie. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'entendais sa voix dans ma tête. Il m'ordonnait de faire des choses terribles pour couvrir ses crimes. La salle frissonna. Certains murmuraient déjà des théories. Le juge rappela à l'ordre. Monsieur Audy, concentrez-vous sur des faits précis. Vous affirmez que Monsieur Combs vous a manipulé. Avez-vous des preuves? Audy répondit avec émotion. Des preuves? Ma vie ruinée en est une. Il m'a fait devenir un esclave mental. Il organisait des fêtes somptueuses, me droguait avec des substances étranges. J'ai commencé à entendre sa voix dans ma tête. Il m'a ordonné de protéger ses secrets. Des secrets sur le trafic, sur des filles forcées à participer. Il menaçait ma famille si je désobéissais. Il marqua une pause, avant de poursuivre avec une intensité sinistre. Ce n'était pas une fête. C'était un rituel. Une cérémonie pour me sélectionner comme esclave sexuel. Il raconta une scène, lumière rose, musique électronique, mannequin à peine vêtu, drogue distribuée comme des bonbons. Je pensais que c'était irréel. Mais non. J'ai été forcé de faire des choses sexuelles devant 10 personnes. Cassie était là. Elle riait. Je croyais qu'elle était une victime,
mais en fait, elle était complice. Il décrit les menaces, les virements d'argent pour le réduire au silence, les NDA signés sous la contrainte. Emily Johnson, procureur, confirma les versements réguliers depuis des sociétés écrans liées à Didi. Un accord de confidentialité de 5 millions de dollars signé par Audi fut présenté. J'ai signé parce que j'avais peur. Je pensais ne jamais pouvoir m'en sortir. L'avocat de Didi, Brian Steele, tenta de discréditer le témoin, le qualifiant de mentalement instable. Mais le juge refusa de l'interrompre. Le tribunal ne voit aucune preuve qu'il mente. Et si ce qu'il dit est vrai, c'est choquant. Audi raconta une nuit où il se réveilla nu, ligoté, Didi le filmant avec son téléphone. Il souriait et a dit « Tu m'appartiens maintenant ». La salle d'audience retint son souffle. Didi, blême, tentait de garder contenance. Mais ses jambes tremblaient. Audi conclut. J'ai failli me suicider. J'avais écrit une lettre. Mais je me suis souvenu de tous ceux qui, comme moi, se noyaient en silence. J'ai su que si je ne parlais pas, il continuerait. Il utiliserait encore la musique, l'argent et le pouvoir pour contraindre, filmer, humilier et réduire les autres au silence. Sa voix se brisa presque, mais il tint bon. C'était la voix d'un homme qui avait tout perdu et qui ne craignait plus rien. Juste après, Didi se leva brusquement, la voix basse et furieuse. C'est ridicule. Je ne connais même pas ce type. Il est fou. Votre honneur, dit précipitamment son avocat en le tirant vers lui. Le juge Arin frappa violemment du marteau. Monsieur Combe, asseyez-vous. Je ne tolérerai pas les débordements dans cette salle d'audience. Monsieur Audi, avez-vous des documents ou des témoins pour étayer votre témoignage? Audi hésita, le regard désespéré. Je n'ai que mes souvenirs, mais je connais la vérité. Regardez d'autres procès. Cassie, Gina. Ils disent des choses similaires. Les murmures reprirent. Mais les avocats de Didi semblaient confiants, comme si ce témoignage ne représentait aucune menace. L'avocat de Didi, Brian Steele, se leva d'un ton sarcastique. Votre honneur, c'est une histoire fantaisiste racontée par un homme violent, condamné et souffrant d'instabilité mentale. Aucune preuve, aucun témoin, aucun document ne prouve que M. Combe n'ait jamais rencontré M. Audi. C'est une tentative désespérée d'échapper à la culpabilité. Didi chuchota à Carter assez fort pour que certains l'entendent. Il est fou? Je ne suis pas impliqué. Le juge dit peu de choses. Il se contenta de baisser les yeux depuis son banc, le regard perçant. Même si une fraction de ce que dit M. Audi est vrai, dit-il lentement, nous sommes confrontés à une affaire criminelle qui pourrait bien être la plus grande faillite de l'histoire du divertissement américain. Il tapota légèrement le marteau. Le procès sera suspendu 30 minutes. Le tribunal doit examiner les enregistrements et les documents. Didi resta immobile, les yeux fixés à travers les murs. Il ne restait qu'une salle d'audience froide et un témoignage qui déchirait le rideau de velours du pouvoir et de la luxure, celui-là même qui, pensait-il, le protégerait à jamais. Le procès se poursuivit avec la « soirée Freak-Off ». Après la pause déjeuner du 19 juin 2025, la salle d'audience de la Cour suprême de Miami sombra à nouveau dans une atmosphère étouffante. Les journalistes, stylo à la main, étaient prêts à enregistrer chaque témoignage. Le croquis montrait Sean, Didi, Combe assis bien droit, le regard froid, mais les mains fermement jointes, révélant une tension discrète. Jonathan Audi entra dans la salle d'audience et commença à choquer le public en révélant des détails sur les soi-disant soirées Freak-Off. Audi déclara que ces soirées n'étaient pas de simples fêtes. C'étaient des rassemblements tordus où il contrôlait tout. Il y avait des dizaines de personnes, des jeunes femmes, des hommes, des célébrités, et même des personnalités influentes. Je ne reconnaissais pas toutes les victimes, mais j'ai entendu des noms comme Tyler Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio. Les victimes étaient droguées, forcées à faire des choses dégoûtantes. J'ai vu de l'huile pour bébé utilisée, pas pour les soins de la peau. Il la mélangeait à une sorte de résine, l'appliquait sur le corps pour augmenter les sensations, et la réappliquait toutes les 5 heures. Audi continuait d'élever la voix. De l'huile pour bébé était versée dans des bouteilles sans étiquette, disposées un peu partout dans la pièce. Lui et ses complices l'utilisaient pour réduire les participants en esclavage. J'ai vu des jeunes filles, certaines paraissant mineures, forcées à boire quelque chose, puis enduites d'huile. Elles ne pouvaient pas résister. J'ai compté au moins 20 personnes en une nuit,
forcées à se livrer à des actes intimes pour satisfaire Didi et ses invités. J'étais l'une d'elles. Audi baissa la tête, la voix étranglée. Le juge intervint. Monsieur Audi, ce sont des allégations graves. Vous dites que 20 personnes ont été forcées. Pouvez-vous fournir des noms, des dates précises ou des preuves? Audi leva les yeux, le regard encore désespéré. Je ne me souviens pas des noms exacts, votre honneur. Il ne nous a jamais laissé nous présenter. Mais je me souviens de la date, août 2017, dans une villa de Star Island. Il y avait des caméras partout, mais je suis sûr qu'il a tout effacé. Il était toujours prudent. Il appelait ses fêtes des « fun parties », car c'était là qu'il laissait libre cours à sa nature malsaine. Audi continua à décrire comment certaines villas de Didi n'étaient pas simplement des lieux luxueux, mais étaient délibérément conçues pour faciliter des divertissements pervers. Des fêtes bâclées, des actes sexuels forcés, des stimulants, et une humiliation flagrante. Il évoqua aussi des détails effrayants, du linge spécialement utilisé pour absorber le sang et les fluides corporels, et des désodorisants spéciaux pour masquer les odeurs. L'odeur dans la pièce, dit-il, devait toujours rappeler la clairière ou un spray spécial, car Didi voulait que l'espace sente exactement comme il le souhaitait. Un silence tendu s'était installé dans la salle d'audience tandis qu'Audi racontait comment il avait été forcé de participer à ces charades malsaines avec des draps imbibés d'urine et d'autres fluides. Ces détails brutaux avaient visiblement mis de nombreux jurés mal à l'aise. Certains s'étaient détournés, incapables de maintenir leur regard fixé sur Audi. Mais c'est justement dans sa manière calme de raconter les faits que résidait l'effet le plus glaçant. Cette retenue devenait l'arme la plus puissante de l'accusation. Elle incarnait l'image même d'abus répétés et organisés, et non d'un comportement spontané ou accidentel. Plus remarquable encore, l'ex-femme de Jonathan Audi s'était exprimée de manière inattendue. Elle avait affirmé qu'Audi craignait encore Didi à ce jour et que ce qu'il avait vécu lui avait laissé de profondes cicatrices psychologiques. Ce témoignage, venu de l'extérieur du tribunal, renforçait l'argument selon lequel Didi avait non seulement manipulé, mais aussi menacé ses victimes pendant des années. Puis vint la contre-attaque féroce de l'avocat de la défense. Tandis que Jonathan Audi poursuivait son témoignage, tranchant comme un couteau le masque de pouvoir de Didi, l'équipe de défense lançait sa contre-offensive. Il savait que si la version d'Audi n'était pas ébranlée, toute la défense de Didi s'effondrerait comme un château de cartes en flammes. L'avocat principal, un homme aux cheveux argentés et au regard perçant comme une lame chirurgicale, s'était avancé et avait ouvert un épais dossier sur le passé trouble d'Audi. « Votre honneur, dit-il d'un ton teinté de dédain, nous entendons les accusations d'un homme qui, autrefois, a pris d'assaut l'hôtel Trump National Doral, armé d'un pistolet semi-automatique, tirant des coups de feu au plafond et criant des incohérences sur Dieu et le gouvernement. Est-ce un témoin crédible? Un homme précédemment déclaré mentalement instable? » Des murmures s'élevèrent dans la tribune. Audi baissa la tête un instant, puis la releva. « Oui, dit-il. J'étais une épave. J'étais fou, paniqué, perdu à cause de ce que j'avais enduré. Mais ce n'est pas une preuve contre moi. C'est la conséquence de l'enfer dans lequel M. Combs et son appareil m'ont plongé. » Il regarda directement le jury. « J'ai survécu à cette fusillade. Personne d'autre n'a été blessé. Moi seul ai été arrêté. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une personne ordinaire réagirait ainsi? Je dis la vérité, et personne ne m'a cru à l'époque. Maintenant, je la redis, et je ne veux pas de pitié. Je veux juste être entendu. » Les avocats de Didi sourirent, mais ce sourire dissimulait à peine leur malaise. Ils voulaient faire d'Audi le maillon faible, un fou, un écran de fumée masquant la vérité, un homme qui avait fait l'objet d'une enquête du FBI et qui avait disparu des radars médiatiques comme s'il n'avait jamais existé. Mais le problème, c'est que la vérité n'était plus seule. L'ex-amante de Didi, Cassie Ventura, et une autre victime ayant porté plainte contre lui fin 2023, avaient décrit des faits horribles correspondant presque parfaitement à ceux rapportés par Audi. Elle aussi avait parlé de chambres secrètes, de nuits droguées, filmées et ponctuées de menaces. Et bien que Cassie et Audi ne se soient jamais rencontrés, leurs récits concordaient sur les points les plus terrifiants, des caméras cachées dans des cheminées, des gardes du corps derrière les portes, des accords de confidentialité signés comme des papiers de routine et surtout, cette phrase glaçante que tous deux avaient retenue, « Tu m'appartiens ». Non seulement les témoignages de Cassie et d'Audi se recoupaient, mais ils étaient aussi étayés par celui de Philippe Pinet, ancien assistant exécutif principal de Didi entre décembre 2019 et décembre 2021. Pinet avait décrit Didi comme une figure autoritaire, exploitant son pouvoir pour exiger loyauté et soumission.
Il avait raconté la nuit fatidique où il aurait été contraint à des actes sexuels avec une femme lors d'une soirée clandestine appelée Freak-Off. Les mots qu'il n'avait jamais oubliés, « Prouve-moi ta loyauté, roi ». Selon sa plainte, cette coercition faisait partie d'une culture perverse et violente, où les assistants étaient contraints non seulement de donner leur temps, mais aussi leur corps. Pinet affirmait aussi devoir régulièrement nettoyer les suites après des fêtes débridées de plusieurs jours, où alcool, cannabis, kétamine, huile pour bébé et astroglide servaient d'accessoires. Bougies, encens, odeurs entêtantes et musique tribale contribuaient à une atmosphère frénétique, qu'il décrivait comme des rituels sombres effaçant toute limite morale. Ces témoignages, autrefois relégués au second plan face à l'affaire pénale, devenaient désormais essentiels, car ils dessinaient un modèle de comportement présumé, continu et systématique. Dans la salle d'audience, le jury ne regardait plus Audy avec suspicion. Il écoutait. Il commençait à reconstituer le puzzle. Un témoin peut se tromper. Mais quand plusieurs récits concordent sur des détails qu'aucun étranger ne pourrait inventer, c'est là que le déni commence à se fissurer. Les observateurs judiciaires suivaient le procès comme une partie d'échecs en direct, l'accusation jouant avec une maîtrise froide. Elle ne révélait pas toutes ses pièces d'un coup. Elle était patiente. Elle avait commencé avec Audy, le témoin que tout le monde s'attendait à voir discrédité. Puis elle avait présenté des preuves financières, des relevés bancaires de sociétés écrans basées aux îles Caïmans, des images récupérées de serveurs supprimés, des emails internes entre managers et gardes du corps, discutant d'un programme de nettoyage du week-end. Il ne montait pas juste un dossier. Il construisait un modèle de criminalité. Une véritable chaîne allant du recrutement à l'exploitation, en passant par le contrôle et la production, menaçant ensuite pour acheter le silence. Chaque étape avait ses témoins, ses documents, sa logique. Audy n'était plus un fou. Il était le premier à avoir osé dévoiler le plan d'une machine entière dédiée à la domination des corps et des esprits. Didi, l'homme qui contrôlait autrefois les scènes, les classements, les médias et ses rivaux, semblait désormais à la dérive, emporté dans un déluge. Et pour la première fois, aucun gilet de sauvetage ne pouvait le sauver de ses actes répréhensibles. 4 révélations sur les salles de torture ont émergé. La discussion qui a suivi à propos des prétendues salles a provoqué une onde de choc dans toute la salle d'audience. Ce qui était autrefois perçu comme un scandale complexe impliquant des célébrités n'était plus considéré comme un simple commérage de coulisses. C'était devenu bien plus sombre et effrayant. Les procureurs ont recentré leur attention sur ces espaces, affirmant qu'il ne s'agissait pas simplement de pièces réservées au plaisir consensuel d'adultes, mais de lieux délibérément conçus comme des pièges, où abus et manipulation et pouvoir poussés à l'extrême. Ils ont précisé qu'il ne s'agissait ni d'un comportement impulsif, ni d'un mode de vie marginal et passager. C'était un système, une chaîne d'organisation conçue pour fonctionner dans l'ombre, dissimulée par les lumières éclatantes de l'industrie musicale, mais en réalité, un réseau de pièges humains. Selon les agences fédérales, ces salles n'existaient pas de manière indépendante, elles faisaient partie d'un vaste réseau et d'une installation clandestine, qui envoyait de nombreuses personnes en enfer tout en affichant extérieurement faste et fortune. Et ce qui a fait frémir le jury, c'est lorsque les déclarations antérieures d'Audy, un témoin autrefois suspecté, ont commencé à correspondre précisément à celles de Cassie et d'autres témoins. Jonathan Audy a déclaré. Je les appelle des salles de torture, les yeux fixés sur le jury. Parce qu'aucun autre mot ne saurait mieux les décrire. Il n'y a ni consentement, ni limite. Seulement la peur, le contrôle et la punition. Pendant un moment, la salle d'audience est restée presque silencieuse. Personne ne prenait de notes. Personne ne respirait bruyamment. Même Didi joignit lentement les mains, comme s'il sentait que la phase la plus dangereuse du procès venait de commencer. Selon Audy, ces pièces ont été conçues non seulement dans un but sexuel, mais aussi dans un objectif de contrôle total. Les portes étaient insonorisées. Il existait des angles morts pour les caméras, où rien ne pouvait être enregistré. Des systèmes de verrouillage par empreinte digitale permettaient même de régler la température et l'éclairage, comme si quelqu'un voulait tout contrôler, des sensations physiques aux réflexes biologiques de la victime. Il marqua une pause, puis dit lentement. Je le sais, car j'ai été enfermé une fois dans une de ces pièces. J'ai crié. J'ai vomi. Puis, je suis devenu engourdi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le but n'était pas de causer de la douleur, mais d'effacer la personne en moi. Les procureurs se sont immédiatement appuyés sur ce témoignage pour renforcer leur dossier. Ils ont présenté les plans architecturaux d'un manoir de Los Angeles qui appartenait autrefois à une société au nom de Didi. Les plans montraient 3 pièces, au fond du sous-sol, sans fenêtre,
doté de systèmes de climatisation indépendants et de 2 sorties de secours désactivées. Un expert technique a été appelé à la barre pour confirmer que cette conception n'était pas destinée à un usage civil ordinaire. Ils n'ont jamais prononcé le mot « torture » à voix haute, mais toute la salle d'audience l'a ressenti. Audi a ajouté que ces pièces étaient souvent surnommées Studio X ou la salle silencieuse, des noms à consonance artistique, mais qui désignaient en réalité des lieux où se déroulaient de cruelles expériences psychologiques. Une fois, ils m'ont fait rester debout pendant 10 heures d'affilée, avec des écouteurs diffusant en boucle le même refrain d'une chanson, jusqu'à ce que j'ai envie de me fracasser la tête contre le mur. Une jurée leva la main pour se couvrir la bouche. L'homme assis à côté d'elle baissa la tête. Personne ne regardait l'accusé. L'accusation poursuivit, ne laissant aucune place pour que l'écho se dissipe. Ce n'est plus un scandale d'adultes, ont-ils déclaré. Il s'agit de l'organisation et du maintien d'un système de contrôle et d'abus, non pas pour satisfaire une simple luxure, mais pour consolider le pouvoir et faire taire les voix. Les enquêteurs fédéraux ont affirmé que ces pièces n'étaient pas limitées à une seule adresse. Ils ont évoqué des installations similaires à Miami, New York, et dans un manoir à Antigua que Didi a depuis vendu. Les preuves recueillies auprès des ouvriers d'entretien, les matériaux d'insonorisation, les factures et les calendriers d'utilisation de la maison pour les séances de tests artistiques ont tous pointé vers un fait, le système était prémédité, froid et délibéré. Audi a terminé son témoignage par une phrase qui a fait frémir tout le monde. J'avais l'habitude de penser que l'enfer était un endroit abstrait. Mais non, j'y étais piégé. Il a une adresse spécifique. Il a le nom d'un propriétaire. Et aujourd'hui, cette personne est assise juste en face de moi. Désormais, les allégations d'esclavage sexuel ne sont plus une métaphore. Les procureurs ont fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une question de préférence privée ou de plaisir personnel, mais d'une forme sophistiquée de trafic d'êtres humains, habilement dissimulée derrière les lumières de la scène et le vernis du pouvoir dans l'industrie du divertissement. La question était maintenant de savoir si les enregistrements vidéo mentionnés renforçaient cette chaîne d'accusation. Passant des témoignages choquants sur les salles de torture, l'attention s'est portée sur les vidéos étranges que les procureurs prétendaient avoir collectées. Même si le public ne les a pas encore vues, les descriptions du procureur ont, à elles seules, fait taire toute la salle d'audience. 5 vidéos sensibles. Selon les documents officiels, il existerait jusqu'à 9 vidéos montrant les scènes que l'accusation considère comme des preuves d'abus organisés. Le juge a ordonné que seul le jury soit autorisé à visionner les images, via un écran séparé installé directement devant lui, pour empêcher quiconque dans la salle d'audience de voir le contenu. Une tension évidente a enveloppé le procès à la suite de cette décision. La partie de Didi a réfuté ces allégations, affirmant que les vidéos n'enregistraient que des actes consensuels entre adultes. Mais le procureur a souligné. Rien n'est volontaire lorsque la coercition et le contrôle psychologique sont impliqués. L'une des accusations les plus troublantes soulevées par Cassie était que ses rencontres sexuelles étaient souvent enregistrées par Didi sans son consentement complet, et que ces enregistrements devenaient plus tard des outils d'intimidation, forçant les victimes à rester silencieuses et obéissantes. Si ce détail est vérifié, il deviendrait l'élément le plus crucial de la stratégie de poursuite. Les allégations entourant les faits bizarres décrites par Cassie n'étaient pas des actes de violence impulsifs ou aléatoires. Selon son témoignage, elle suivait un schéma clair, ordonné comme un rituel hanté. Tout commençait par une description verbale, où Cassie était obligée de raconter en détail ce qui allait se passer. Ensuite venait l'application d'huile pour bébé, suivie d'activités orales qui, selon elle, étaient souvent précipitées pour être terminées rapidement. Finalement, les rapports sexuels entre adultes avaient lieu. Parfois avec un autre homme qui regardait, parfois avec cet homme qui participait. Cependant, l'une des preuves vidéo les plus choquantes ne provient pas de chambres privées, mais d'un couloir d'hôtel public. Les images de surveillance désormais célèbres de 2016 ont enregistré Didi poursuivant Cassie, la faisant tomber au sol, lui donnant des coups de pied et la traînant jusqu'à la pièce. Ce clip, diffusé par CNN en 2024, a été montré à plusieurs reprises au jury et est devenu une preuve visuelle indéniable de la violence publique, que le procureur attribue à un mécanisme de contrôle à long terme en coulisses. Aujourd'hui, un ancien employé de sécurité de l'hôtel figurant dans cette vidéo a témoigné. Il a raconté qu'à son arrivée, Cassie avait supplié à plusieurs reprises de partir, tandis que Didi insistait sur le fait qu'elle n'allait nulle part. Ce témoignage a non seulement confirmé les images, mais a également complété le tableau d'un modèle de coercition s'étendant au-delà des salles fermées, jusqu'à la vie publique, dans le cadre d'un système de contrôle global. L'horreur de ces vidéos ne réside pas dans leur nature bizarre,
mais dans la manière dont elle dépeigne clairement la spirale descendante de Cassie, de la participation initiale, tout s'est progressivement transformé en soumission, en engourdissement psychologique, puis en humiliation. Certains témoins, y compris des escorts masculins engagés, ont témoigné que les rencontres devenaient de plus en plus extrêmes, allant du fait d'uriner sur elle à d'autres humiliations, comme être forcé de ramper ou d'être filmé contre sa volonté. Dans l'une des accusations les plus graves soulevées aujourd'hui, le gouvernement fédéral a déclaré que Didi avait un jour ordonné à un escorte masculin d'uriner sur Cassie. Cet accompagnateur a également témoigné avoir vu Didi jeter une bouteille au visage de Cassie et entendu des bruits de coups provenant de la pièce voisine. L'incident lui aurait causé des troubles de l'érection et l'aurait forcé à arrêter. Il se souvient d'une scène terrifiante où Didi a attrapé Cassie par les cheveux et l'a traînée d'une chaise d'ordinateur jusqu'à la chambre, malgré ses coups de pied, ses cris et ses pleurs. Même si toutes les vidéos n'ont pas été rendues publiques, les procureurs insistent sur le fait que, derrière ce qui a été filmé, se cache tout un système fonctionnant en silence, comme une organisation clandestine. Selon eux, ce n'était pas un chaos causé par le désir. Il s'agissait d'une campagne organisée, où les hôtels réservaient des chambres à l'avance dans un but de contrôle, et où les escorts masculins n'étaient pas choisis au hasard. Ils étaient amenés d'autres États, presque comme dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains. Un détail particulièrement remarquable, l'utilisation de drogue comme outil de manipulation. Selon les témoignages, l'ambiance de fête était mise en place pour faire perdre aux participants leur vigilance, voire leur capacité de résistance. Cassie a témoigné qu'il y avait des nuits où elle ne pouvait pas dire non, même avec ses yeux. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait, seulement qu'elle n'était plus elle-même. La défense a riposté avec véhémence, dressant un tableau complètement différent. Ils ont affirmé que Cassie était tombée dans la consommation de drogue de son propre chef, consommant même plus que Didi. Selon eux, Didi n'était pas le fournisseur de drogue, mais quelqu'un qui essayait de l'aider à arrêter de fumer plutôt qu'un accélérateur de dépendance. Leur récit était celui d'une femme perdue, sauvée par un homme gentil, et non celui d'une victime d'un manipulateur cruel. Les procureurs n'ont pas cédé. Ils ont fourni la preuve que Didi était celui qui avait mis Cassie en contact avec ses premiers fournisseurs de drogue. Ils ont décrit cela comme une autre méthode de contrôle la maintenant dans la dépendance. Ils ont également révélé un détail choquant, Didi aurait été soupçonné d'overdose à peu près au même moment où Whitney Houston est décédée, soulignant que le problème de dépendance ne concernait pas seulement Cassie. Certaines des vidéos les plus dérangeantes d'aujourd'hui ne proviennent pas de réunions privées ou de preuves secrètes, mais directement des médias sociaux et d'entretiens antérieurs avec Didi lui-même. Ce qui était autrefois considéré comme bizarre ou simplement une plaisanterie est désormais décortiqué dans les moindres détails juridiques. Les clips où Didi faisait des remarques énigmatiques sur sa fête, qui faisaient autrefois rire, sont désormais obsédants. Dans un extrait, il déclare « Vous me comprenez mal ? Il n'y a pas de malentendu. On va entendre parler de mon parti. Ils vont le dissoudre. Ils vont m'arrêter. » Une autre vidéo diffusée au tribunal montrait Didi lors d'une vente aux enchères caritatives où il proposait une soirée avec le gagnant, ajoutant que la personne se réveillerait à côté de lui. Auparavant, de telles remarques auraient pu être considérées comme drôles ou bizarres. Mais dans le contexte des accusations actuelles, ces mots font froid dans le dos. La question se pose, ces clips sont-ils vraiment des preuves crédibles ou simplement des images extraites de manière sélective pour créer une histoire sensationnelle ? Lorsque les allégations concernant les salles de torture ont fait surface, tout est allé bien au-delà d'un scandale habituel impliquant des célébrités. Il s'agit désormais d'une tempête juridique nationale. Pourquoi le juge a-t-il fermement refusé de libérer Didi ? Le jeudi 8 mai 2025, ce qui semblait être une audience préliminaire de routine est rapidement devenu un tournant décisif dans ce procès historique. Le juge Arun Subramanian a été témoin et a présidé l'un des moments les plus tendus et choquants depuis le début de la sélection du jury, le 5 mai. Selon le calendrier, le procès officiel devait s'ouvrir avec les déclarations d'ouverture le lundi 12 mai, et les procureurs s'attendaient à ce que le processus dure entre 8 et 10 semaines. Cependant, avant même le début des témoignages officiels, le tribunal a été ébranlé par des informations selon lesquelles Didi aurait pu mentir sous serment lors d'audiences précédentes. L'atmosphère dans la salle d'audience, déjà étouffante avec une forte présence médiatique, a immédiatement basculé vers une tension extrême. Lors de l'audience décisive pour finaliser la liste des 45 jurés potentiels, les procureurs ont présenté des preuves contredisant directement ce que Combe avait précédemment affirmé devant le tribunal. Plus précisément, ils l'accusaient d'avoir délibérément approché et influencé des témoins, ce que Didi avait nié à plusieurs reprises sous serment. Il s'agissait d'un point crucial de toute l'affaire,
déjà évoqué lors des précédentes audiences de mise en liberté sous caution. Le plus grand choc est survenu lorsque les procureurs ont révélé que, pendant sa détention au Metropolitan Detention Center, MDC, Brooklyn Combs avait utilisé les comptes téléphoniques d'au moins 8 autres détenus pour passer des appels à 3, une méthode pour contourner les règles et contacter des personnes ne figurant pas sur la liste de contacts approuvés. Cela constituait non seulement une violation du règlement pénitentiaire, mais était également considéré comme une dissimulation et une manipulation intentionnelle. Ça ne s'est pas arrêté là. L'un des jurés potentiels récemment sélectionnés sur la liste était un employé de la prison même où Didi était détenu. Cette révélation a provoqué une éruption d'indignation dans la salle d'audience. Certains ont même ri de cette coïncidence absurde et ironique. D'autres soupçonnaient que cette personne avait été soudoyée ou qu'on lui avait promis quelque chose pour influencer le procès. La réaction du juge Subramanian a été rapide et décisive. Il a immédiatement écarté ce juré du panel et a pris une mesure plus stricte, réprimandant les équipes de l'accusation et de la défense pour ne pas avoir soigneusement examiné les jurés potentiels. La salle d'audience est tombée dans le silence tandis qu'il soulignait la gravité des accusations et les normes élevées requises pour la justice. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les procureurs ont continué à présenter des preuves selon lesquelles Combs avait non seulement menti sur l'affaire du jury, mais avait également activement trompé le tribunal au sujet de ses contacts avec des témoins clés. Ils ont déclaré qu'il avait tenté d'approcher des personnes qui avaient reçu des assignations à comparaître du jury, un acte considéré comme une grave obstruction à la justice. Suite à une série d'actions délibérées, Didi est désormais accusé de parjure, d'entrave à la justice et de subornation de témoins. Autant d'infractions qui pourraient alourdir sa peine bien au-delà de ce que le public avait imaginé. Alors que le procès officiel commence, une chose est sûre, l'atmosphère juridique devient féroce et tous les regards sont tournés vers le magnate, autrefois salué comme le roi le plus puissant de l'industrie musicale. Si ces accusations sont prouvées, Didi risque non seulement d'être condamné à la prison à vie, mais aussi d'assister à l'effondrement total de sa réputation, de son héritage et de tout l'empire qu'il a laborieusement construit pendant 3 décennies. Ce tremblement de terre juridique secoue le monde du hip-hop et soulève de profondes questions sur le pouvoir, l'immunité et la justice à Hollywood. Sur la base des documents soumis par l'accusation, Sean Diddy Combs a été accusé d'avoir contacté Kina Harper, une ancienne associée, 58 fois en seulement 4 jours à compter du 10 septembre 2024, immédiatement après que Don Richard a déposé une plainte l'accusant d'agression et d'autres fautes graves. Le nombre total d'appels entre Combs et Harper aurait atteint 128 avant de s'arrêter brusquement le 14 septembre de la même année. Emily Johnson, l'une des principales procureurs, a affirmé devant le tribunal que ces communications n'étaient pas seulement personnelles, mais contenaient des éléments manipulateurs. Elle a déclaré que Combs avait tenté d'obtenir l'aide de Harper pour établir un rapport et convaincre la victime qu'ils avaient volontairement participé à des activités pour adultes avec une implication claire de soutien financier continu dans le cadre d'un échange secret. Johnson a également accusé Combs d'utiliser des intermédiaires pour diffuser de fausses informations visant à manipuler psychologiquement les témoins, un acte considéré comme une ingérence flagrante dans le processus judiciaire. Si ces faits sont avérés, ils constituent non seulement la preuve d'un acte répréhensible, mais pourraient également représenter de graves accusations d'entrave à la justice. Le refus antérieur de Camille de bénéficier d'une libération sous caution, en raison des risques de subornation de témoins, n'est donc plus surprenant. Lors de l'audience du 27 novembre 2024, le juge Aaron Subramanian a cité des preuves de ces tendances violentes ainsi que des violations du règlement pénitentiaire liées à des communications non autorisées. De plus, le 19 septembre 2024, la juge Robin Tarnowski a également refusé la libération sous caution, déclarant qu'elle ne pouvait garantir la sécurité publique si Camille était libérée. Cette décision a été confirmée en appel par le juge Andrew Carter Jr. Démontrant l'évaluation cohérente, par le tribunal fédéral, du risque encouru par le défendeur. Les dossiers contre les entreprises s'alourdissent de plus en plus, avec notamment de graves accusations telles que le complot en vue d'extorquer de l'argent, le trafic d'êtres humains et le transport de personnes à des fins de prostitution. Les procureurs allèguent que, de 2008 à 2024, Combs a dirigé un réseau organisé impliqué dans le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. Cependant, les développements survenus lors de la dernière audience ont considérablement aggravé la situation. Lorsque les accusations de parjure et d'outrage au tribunal ont été présentées, la gravité de l'affaire a immédiatement augmenté. Les accusations fédérales de parjure peuvent entraîner jusqu'à 5 ans de prison, une peine distincte des allégations principales. Ce qui est plus inquiétant pour l'équipe de défense, c'est que ces révélations pourraient fausser la sélection du jury et avoir un impact profond sur l'ensemble du procès.
Lorsque le juge Subramanian a publiquement exprimé des doutes sur la crédibilité de Combi tout en manifestant sa colère envers ce qu'il considérait comme une tromperie et une insulte au système judiciaire, la situation difficile du magnate de la musique s'est aggravée. Dans une décision rare, le juge Subramanian a annoncé qu'il renverrait une partie de l'affaire aux procureurs fédéraux pour un examen plus approfondi des accusations supplémentaires liées au parjure et à l'obstruction à la justice. Simultanément, il a révoqué certains privilèges procéduraux précédemment accordés aux avocats de Combi, soulignant qu'il s'agissait d'une conséquence directe de la malhonnêteté au cours des procédures judiciaires. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait à cette décision. La restriction des privilèges procéduraux a privé l'équipe de défense de Combi d'outils importants dans sa stratégie, la plaçant dans une situation de désavantage évident avant le début du procès officiel. À la fin de l'audience, personne ne pouvait nier que ce qui s'était passé avait complètement changé la trajectoire de l'affaire. Ce qui était autrefois considéré comme un procès imprévisible est désormais devenu presque incontrôlable, et tous les regards juridiques sont tournés vers la prochaine décision du tribunal. La réponse ferme du juge aux informations nouvellement révélées a transformé l'atmosphère de la salle d'audience, laissant une profonde impression de rigueur et d'engagement à protéger la transparence de la loi. Quelle que soit la manière dont se déroulera le procès, qui s'ouvrira le 12 mai, une chose est claire, le juge ne fait plus confiance à l'honnêteté du défendeur. L'affaire Didi à Manhattan n'est plus seulement une bataille juridique entre les parties, mais comporte également d'importantes implications juridiques et une signification publique plus profonde. Lorsque les déclarations d'ouverture auront lieu mardi prochain, toute l'attention restera fixée sur la salle d'audience fédérale de Manhattan, où s'écrira le prochain chapitre de cette extraordinaire saga juridique. La grande question n'est pas seulement de savoir si Sean Diddy Kami sera reconnu coupable ou innocent des graves accusations auxquelles il fait face, mais aussi si l'intégrité du processus judiciaire pourra être maintenue face aux efforts censés le saper. Que pensez-vous du témoignage d'Audi, et pensez-vous que justice sera rendue? Partagez vos pensées ci-dessous pour garder cette histoire en vie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.